everybody. I'm Dr. Sarah Diamond. Bonjour à tout le monde. To welcome you Donc, je suis Dr. Sarah Diamond to OCAD et University, je suis heureuse de vous accueillir au nom de l'Université OCAD colleagues at the et Autism Agency, mes partners, collègues et all of partenaires Ecoculture. et toute l'équipe organisatrice de Data Ecoculture. Merci à nos panélistes, à nos animateurs. Merci d'avoir partagé votre expérience, vos expériences. Alors, on a 1100 personnes aujourd'hui qui ont participé à différents moments de la journée et 1700 qui se sont inscrits pour l'événement, l'ensemble de l'événement. Alors, on est très heureux d'avoir pu partager cette journée avec vous. Alors, je vais partager quelques-uns des points saillants de la journée. On a commencé par le ministre MacLeod qui nous a parlé de comment la pandémie a encouragé le monde des médias numériques et son intérêt également pour l'industrie de la musique lorsqu'elle a parlé des investissements dans ces plateformes numériques. Ces investissements vont continuer même après la pandémie. Et elle partage également beaucoup d'informations sur la plateforme Open Data de l'Ontario. Et c'est particulièrement important, une source importante de Open Data. On a eu un panel sur le partage des données et pourquoi le faire. Donc, on a eu différents intervenants qui ensuite nous ont amenés à comprendre ce que l'on peut apprendre de cette expérience de la crise, de la pandémie. Et on a appris aussi qu'il y a une claire volonté de la part du public de revenir en salle après la pandémie. Et aussi l'information intéressante sur ce que le public souhaite voir en termes de contenu. Et les gens veulent du nouveau contenu aussi. Ils ne veulent pas juste célébrer le retour en salle, mais également d'autres contenus. Donc, on a écouté différentes interventions aussi sur le thème suivant. C'est celui d'utiliser des données comparatives pour s'assurer que l'information recueillie soit pertinente. Et on a parlé du référencement, du benchmarking et de son importance, de comment ça peut aider le partage d'informations, de données. Et on a parlé également d'équité, diversité, d'inclusivité, d'inclusion, pourquoi c'est important d'expliquer pourquoi est-ce qu'on en a besoin des données, quels sont les avantages, les bénéfices pour différents intervenants. Et donc un appel pour une collaboration créative. Et ensuite, on s'est penché sur les données, sur comment ça peut vous aider à revoir votre plan d'affaires et comprendre certains segments et l'intégration avec les sources secondaires de données. Et donc, on a parlé de combien c'est important de se tourner également sur l'immensité des données autant en Europe qu'aux États-Unis pour mieux comprendre notre milieu et les outils pour les organisations qui œuvrent dans le domaine de la culture. On a parlé de l'utilisation des données pour s'assurer que toutes les voix soient entendues et de l'importance d'engager différentes audiences publiques et la diversité également au sein de ce public et que l'importance des données sur l'audience, comme quoi écouter, c'est-à-dire avoir un contenu d'histoire ou d'expériences différentes pour s'assurer qu'il y ait de la diversité au niveau des équipes de production, au niveau du contenu et combien cela peut générer de l'intérêt dans le public de façon générale. Donc, on a vu comment est-ce que l'on pouvait essayer de recueillir davantage de données au niveau de certaines communautés plus spécifiques, notamment la communauté noire. Donc, juste un rappel pour ceux parmi vous qui n'ont pas pu être à 3 endroits en même temps, que tout cela est enregistré et vous pourrez
le revoir tranquillement par après en rediffusion. Maintenant, c'est un moment particulièrement important pour moi de présenter Jerry Snore. J'encourage les participants à participer, à partager dans le chat des éléments qu'ils ont aimés, particulièrement pendant la journée, et puis également une période de questions après cette session. Puis, je voulais vous dire que Brian True est la personne qui a fourni la musique que vous entendez d'une section à l'autre, et c'est un créateur musical qui partage son travail donc en ligne. Donc Jerry est un artiste, un écrivain, un enseignant qui vit à New York. Il a conçu les plusieurs algorithmes, entre autres celui pour le mémorial qui a été érigé à Manhattan. Il a également participé avec la Library of Congress. Il est un des plus grands artistes en matière de données et il a également produit des œuvres d'art inspirées par les données au Times Square à New York, des musées à Manhattan, en Autriche également, et en Corée, National Soul Museum. Et il apparaît dans de très, très nombreuses publications. Il enseigne. Ses étudiants chanceux ont accès à lui à travers l'Université de New York. Et il est engagé dans différents programmes universitaires, également de recherche. En 2015, Canadian Geographic l'a nommé un des plus grands explorateurs canadiens en la matière. Alors, le curriculum est très riche. Je suis certain que vous aurez beaucoup de choses à partager avec nous. Alors, vous avez le micro. Merci. Très heureux d'être ici. Alors, je vis à New York, mais je suis canadien. Alors, c'est bien agréable d'être dans la même salle avec plein d'autres Canadiens. Et le Canada me manque beaucoup, je dois dire. Et je voudrais commencer cette présentation avec quelques reconnaissances. D'abord, remerciements, parce que c'est important. Alors, je voudrais reconnaître d'abord que je vous parle de ce territoire autochtone et je vais ensuite vous montrer une pièce qui a été développée à partir de données qui ont été recueillies justement sur cette terre. Alors, pendant les 10 dernières années, j'ai passé beaucoup de temps à me pencher sur la question qui est: qu'est-ce que ça veut dire que de vivre dans les données? Je pense que vous, nous et nos enfants, nos grands-parents même, tous, on a tous vécu à une période donnée, à une époque, dans les données. Ça a touché plein de milieux. L'éducation, l'enfance, la retraite, la mort, ça a à voir avec toute notre existence en tant qu'humain. Et donc, poser cette question, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on se sent quand on vit dans les données? C'est une question particulièrement importante. Si je voulais donner une réponse simple à cette question, c'est que c'est pas évident, c'est pas facile. Pas seulement dans le sens péjoratif, mais également dans un sens peut-être plus inspirant. C'est-à-dire qu'on a tous accès à différentes plateformes, on utilise le web, on utilise nos téléphones dans et toutes les données qu'on échange sont recueillies alors que l'on parle ou que l'on les utilise. Alors, quand je parle de cette expérience d'être des personnes qui vivent dans un monde de données, c'est l'expérience d'être régulièrement, l'idée d'être pas surveillé, mais de sentir qu'on est quand même suivi avec tous ces systèmes de collecte de données. Et la deuxième réaction, c'est de se sentir comme dépassé par la complexité de tout ça. Ça va des enquêtes, des sondages, etc. On peut rapidement se sentir dépassé par ce système. Et ce ne sont pas nécessairement des belles conditions dans lesquelles vivre. Ce n'est pas parce qu'elles amplifient les conditions de notre existence
existence qui marginalisent, qui sont déjà propices à la marginalisation de certaines personnes. Mais imaginez, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire de mieux vivre dans un monde de données? Et ça, c'est une des questions que je me suis posée en lien avec la citoyenneté. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça devrait vouloir dire d'être un citoyen des données? Donc, si on revient d'abord, si on se concentre sur ce mot, cueillir, recueillir, quand on parle de Facebook, alors dans l'entente avec Facebook, on utilise le mot cueillette de données ou d'informations un grand nombre de fois. Alors parfois, on finit par oublier un peu ce que ça veut dire. Et on pense à la collecte comme le ramassage des fraises ou des framboises dans les prés, mais ce n'est pas tout à fait ça. Donc, il y a des gens qui collectent les données, beaucoup d'entre vous qui viennent d'institutions culturelles. Le mot collecter, ça a un sens différent aussi, comme les collections dans les musées. Et on parle de plus en plus de collecte de données des personnes relatives aux personnes qui visitent ces institutions. Donc, comment est-ce que l'on peut rendre tout ce contexte-là un petit peu plus juste pour les gens, pour les citoyens qui l'habitent? Alors, Grace Lee Boggs était une militante et quelques années avant son décès, elle a parlé de la Révolution américaine et de la prochaine Révolution américaine. Elle s'est concentrée sur cette idée des concepts participatoires à la citoyenneté, à la démocratie. Et ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut mettre ces mots en route et les mettre en œuvre concrètement. Alors ici, ça, c'est mon équipe à moi à Brooklyn, ici. Et ce que je peux dire, c'est que rien de ce travail n'est ma propriété. C'était vraiment un travail collaboratif de notre équipe et rien n'aurait pu être fait sans cet effort vraiment d'équipe. Donc, on a travaillé très fort en tant qu'équipe sur toute une série dans différentes directions et différentes méthodes pour briser les méthodes traditionnelles de collecte de données. Donc, ici, c'est notre Datascope que l'on a mis sur pied au Royaume-Uni, ici à Times Square. Ici, c'est une sculpture de données qui représente les données en matière d'immigration. Et on l'a en fait montée juste après le retrait de Trump. Et c'était vraiment pour donner une chance aux gens de voir comment est-ce que leur vie, la vie de chacun est interreliée à l'immigration d'une façon ou d'une autre. Et donc, ce qu'on voit, ce sont des barres qui montrent la population c'est-à-dire les origines de la population de New York. En fait, New York est la ville qui rassemble le plus de citoyens, de personnes qui viennent d'origines différentes, en tant que nombre, en tant que pourcentage aussi. C'est un projet très intéressant pour différentes raisons. D'abord parce que ça pouvait être vu physiquement par des millions de personnes. Et puis, on a suivi la façon dont ils interagissaient avec cette sculpture. Et la plupart prenaient un selfie, évidemment, au cœur de la sculpture, mais ça a aiguisé la curiosité pour voir d'où venaient les origines de chacun. Et donc, c'était le jour de la Saint-Valentin. On a un grand nombre de personnes aussi qui se sont mariées c'est-à-dire devant la sculpture. Et c'est la première fois qu'on voyait des mariages célébrés face à une sculpture de visualisation de données. Ensuite, on a organisé une série de spectacles en collaboration avec un groupe de théâtre expérimental, Elevator Repair Service. Et pendant ces représentations, les artistes ne disaient rien d'autre que en fait, ils récitaient des banques de données. Donc, on a récupéré une série d'algorithmes pour faire ces scènes, pour monter ces scènes. Et donc, c'était une façon pour nous de récupérer les données qui, en fait, étaient dans les archives de l'institution et on les a mis dans une
galeries pratiquement. On les a présentées. Which the museum has definitely been subject to over the years. As Sarah mentioned, I was also at the Library of Congress. J'étais, comme on l'a mentionné, j'ai collaboré avec la Library of Congress pendant un certain nombre d'années et called Artists in the Archive. j'ai organisé un podcast, j'ai lancé un podcast également qui était celui qui avait le titre d'un artiste dans les archives qui était très suivi. Donc, un projet dont je voudrais vous parler, qui n'est pas le mien seulement, c'est James Yarker, qui est un des cofondateurs d'un groupe, d'une troupe théâtrale basée à Birmingham, Royaume-Uni. Et ce projet est né d'une question que James s'est posée. Alors lui, il est grandi dans une petite ville en Angleterre. Il n'avait pas voyagé à l'extérieur du pays jusqu'à ce qu'un de leurs projets est devenu particulièrement intéressant. Alors, il a commencé à voyager d'un pays à l'autre et il est revenu avec une fixation sur le nombre de la population mondiale. Et il a commencé à réfléchir à ça. Il s'est dit comment est-ce qu'il pourrait représenter un chiffre aussi élevé, la population mondiale. Donc, il a commencé à réfléchir sur comment il pourrait le présenter et comment faire interagir les visiteurs avec ces données. Donc, les visiteurs, en général, n'ont pas une grande capacité pour comprendre les grands chiffres. Au-delà de quelques centaines, ça devient un peu difficile de visualiser ces grands chiffres qui sont en train de devenir de plus en plus importants. Alors, James et son équipe ont pensé d'utiliser des grains de riz. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils allaient compter en quelque sorte le riz. Et pendant la présentation, les gens qui participaient à l'équipe, les membres de l'équipe théâtrale, allaient mettre ce riz en piles qui représentaient différentes choses. Donc, ici, par exemple, à gauche, les gens qui naissent aux États-Unis aujourd'hui, à droite, le nombre de personnes qui décèdent le même jour aux États-Unis. Alors, le groupe est vraiment concentré, la troupe théâtrale est vraiment concentrée dans cette activité. C'est comme ça que ça présente. Et puis, au bout de la ligne, c'est le public aussi qui devient être engagé. Alors, on vous donne un grain de riz, puis vous commencez à devenir participant et à vous placer dans cette myriade de chiffres. Et donc, ça, c'est des exemples qui sont tirés de Londres. Mais alors qu'on bouge d'un endroit à l'autre, les chiffres sont extraits de données qui sont particulièrement fascinantes pour la culture populaire locale. Donc, ici, c'était par rapport aux chanteurs, au groupe des Beatles et au nombre de personnes qui ont acheté l'album le premier jour et ainsi de suite. Et ce que j'ai trouvé encore plus intéressant, c'est que James a été capable de répondre à sa question initiale de comment compter, de comment visualiser dans ces grains de riz la population mondiale. Alors, il a fini par pouvoir le faire et pratiquement, c'est un camion rempli de riz qui est arrivé et qui a déchargé les milliards de grains de riz pour représenter la population. Ce que j'ai aimé le plus du show de théâtre, la représentation théâtrale, c'est que ça évoque le fait que ça rappelle aux gens qui visitent ou aux spectateurs d'abord qu'il y a des gens qui font ce décompte, d'abord des gens, des vivants, et puis que le contexte change d'une fois à l'autre et d'un endroit à l'autre. Alors, j'aime beaucoup cette citation de James. Quand je lui ai demandé quel était le bilan de son initiative, il a dit que ce qui est déterminant, c'est la taille, la forme du riz, parce que les grains de riz, nous qui sont un petit peu allongés, nous rappellent notre conformation, notre forme à nous comme humains. Le deuxième projet dont je voulais vous parler considère également l'idée des places, des lieux, mais sur une échelle beaucoup plus longue en termes de temps. Donc, il y a 4 ans,
moi-même et une équipe de spécialistes ingénieurs ont installé. On est monté jusqu'en haut, tout en haut d'un glacier à Banff, et on a installé un observatoire. Donc, c'est pas facile à le repérer, mais cet observatoire, en fait, mesure les mouvements des glaciers. Et ces mouvements sont traduits en données. Et ces données sont envoyées en temps réel à Calgary, au centre-ville de Calgary. Je vais vous montrer un vidéo qui illustre ces données. C'est une conversation longue distance entre un glacier et la ville, le centre-ville. Alors? On écoute? Alors, ce concept est né dans les Rocheuses, cette idée. Alors, on s'excuse, on a perdu le signal. On va reprendre dès qu'on aura l'audio.
Alors, dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est MapRoom. Donc, c'est un projet qui ramasse un petit peu toutes ces idées ensemble. C'est ce qu'on appelait The Map Room, donc la salle de cartes de la map. Donc, ça a été réalisé dans la ville de Saint Louis, où j'ai fait en partie mes études. Et après que Michael Brown a été tué en août 2015, on a changé d'approche. On ne voulait plus bâtir quelque chose en tant que tel, mais on voulait vraiment que ce soit rassembleur. Et on a repris cette école, ce gymnase dans l'école, et on a bâti cet espace pour que les gens puissent venir et bâtir, créer cette énorme carte. Donc, la création de la carte, ça se fait à travers des gens. Donc, les gens viennent et ils utilisent des photos, des marqueurs, plein de médias différents. Et c'était vraiment une expérience très sociale. Et une fois qu'ils ont réalisé ces cartes, on a créé un système de projection qui était donc qui mettait des niveaux de données, des couches de données au-dessus, les unes au-dessus des autres. Alors, c'est ce qui a permis de visualiser certaines des problématiques qu'ils avaient vécues dans cette ville. Par exemple, on a eu la banque, on a vu la carte des banques alimentaires et comment elles desservaient la ville. Alors, chacun des groupes avait le mandat de faire une carte différente. Et juste une petite anecdote avant de vous quitter, je voulais vous raconter ces étudiants de 7e année d'une école sont venus dans notre espace et ils ont réalisé cette carte qui était celle de leur quartier et les endroits de leur quartier que eux considéraient sécuritaires ou pas sécuritaires. Alors, ça, c'est le résultat final de la carte. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a permis aux jeunes de marcher, de parcourir différents niveaux de données. Ce qui était particulièrement intéressant, c'est ce qui est ressorti ici. La projection tout en haut de l'écran. Donc, c'est des cartes qui ont déterminé quelle région avait reçu de l'aide après la Grande Dépression et quelle n'avait pas reçu de l'aide. Et beaucoup de ces régions, certaines, en fait, ça avait été conçu surtout pour exclure les Noirs américains de cette aide. Alors, c'était intéressant donc de voir ces différents niveaux superposés. Alors, un des jeunes disait qu'elle pouvait voir vraiment clairement, physiquement, cette division à partir de cette carte. Alors ça, c'était particulièrement intéressant comme projet et ça représente beaucoup les efforts que l'on a fait. C'est-à-dire comment est-ce que l'on prend les données et qu'on les fait passer de l'unidirectionnel au multidirectionnel. Comment est-ce que l'on peut ensuite changer ça, retourner cela pour utiliser les données au service de la citoyenneté, de la participation civique? Si tout cela est intéressant pour vous, je dois mentionner que j'ai un livre qui sera lancé mardi prochain au Canada et aux États-Unis. Vous pouvez aller à votre librairie, l'acheter. Et il y a beaucoup d'autres histoires à l'intérieur sur les données. Merci. C'était une merveilleuse présentation. Nous n'avons pas le temps de prendre des questions, mais j'aimerais souligner certaines des choses que vous avez mentionnées, en particulier l'importance des données dans le domaine public en termes d'art de données. Merci d'avoir partagé ces exemples, mais également dans un environnement en ligne et également en termes de données ouvertes et accès aux données. J'aime comment vous avez vu les données en tant que pratique communautaire et comme une pâte à modeler avec lesquelles vous faites des sculptures, les façons que vous amenez à participer les utilisateurs et votre capacité de passer d'une dimension à l'autre, d'affiches à site interactif, à la sculpture, à un instrument de collecte de données sur un glacier.
Et la capacité d'agir comme cinquième colonne, d'une certaine façon, de ce rappel à la population de Calgary pour de leur rappeler ce lien entre la nature et l'économie basée sur le pétrole. Et vous rendez vraiment les données accessibles et ça rend les données quelque chose de moins épeurant, quelque chose de très intéressant et qui présente une multitude d'opportunités. Merci beaucoup pour votre travail. Et je vais terminer avec une minute d'information sur les sessions de demain. Alors, demain, notre thème est l'innovation à travers les données, projection vers le futur et d'établir des stratégies à long terme. Les activités à ne pas manquer, les audiences du futur, les données et l'argent, être vus et écoutés, de créer un contenu et une audience autochtone. Et j'aimerais vous rappeler encore une fois que même si nous sommes sur une plateforme virtuelle, nous devons reconnaître les territoires que nous appelons la maison d'une côte à l'autre. Au Canada, nous reconnaissons les territoires non cédés de toutes les communautés Inuit, Métis et des Premières Nations. Alors, joignez-vous à moi à reconnaître les valeurs, les perspectives, les langues et les cultures qui nous guident et nous inspirent, les rôles des communautés autochtones en tant que conservateurs des langues ancestrales et comment chacun et chacune devons aller de l'avant dans un esprit de réconciliation. Et merci également d'avoir commencé votre présentation de cette façon. Demain, il y a également le réseautage. Le bar à solutions. Vous pouvez prendre un rendez-vous pour une consultation avec un de nos experts. Et j'aimerais toutes et tous vous remercier de votre présence aujourd'hui et grand remerciement à l'équipe qui rend cet événement possible. Il y a une excellente soirée et on se revoit demain à 10 h ou 7 h ou 4 h p.m. ou 6 h p.m., dépendamment où vous êtes dans le monde. Alors, à demain et merci beaucoup.